Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du jeudi Anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines Nusire Kalala Omotunde. Ce soir nous aurons un autre invité qui sera parmi nous et on parlera de la piraterie et des retombées économiques effectivement que l'activité de pirate pourrait représenter pour le département guadeloupéen. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 5 mai 2022 et aujourd'hui, Gaby Clavier, secrétaire général de l'UTS UGTG, était de nouveau convoqué devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Ce dernier comparaît suite à une plainte de l'ex-directeur général du CHU, Gérard Cotellon, pour avoir utilisé l'expression « Léo Chouye, faut pas au PEMOF ». Le parquet requiert 6 mois de prison avec sursis, 2000 € d'amende et une interdiction de se rendre au CHU. Un procès en sorcellerie pour le syndicat. Regardez. Tout simplement, c'est quatrième manche à procès à Gaby Clavier, puisqu'il a reproché qu'il menacé de mort directe à l'hôpital là. Donc, quand on sortit dit, c'est quatrième manche là. Et là, ils font pause, puisque nous en plein plaidoirie à avocat à la défense. Il y a 3 avocats qui ont plaidé et qui ont manqué 3 autres. Donc là, ils font pause et nous reprend à des heures. Donc, comme d'habitude, nous avons assisté effectivement à un véritable procès en sorcellerie, puisqu'elle nous a coûté réquisition à procurer là, qui a demandé effectivement 2000 € d'amende, qui a demandé à ce que Gaby Clavier condamné à 6 mois de prison avec sursis, mais aussi qui a demandé qu'il y ait interdit de fréquenter les abords à l'hôpital là et qu'il y ait interdit de rentrer dans l'hôpital là. Donc, nous avons bien comprendre que derrière tout ça, c'est simplement de chercher encore une fois à criminaliser l'action syndicale et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de contestation et qu'éventuellement, le nouveau directeur là, qui est nommé là, qui ait la possibilité de faire ça il voulait. Pour le fait qu'on refuse de reconnaître que la question qui pose aujourd'hui là, c'est question à la liberté d'expression. Pour nous également, la liberté de dire ça, on peut penser en langage, en créole, sans trafiquer, prétention nous. Mais surtout, dénoncer ça est passé à l'hôpital, ça a continué à passer à l'hôpital par rapport à toute violence qu'on fait contre les personnels, mais également par rapport à tout mépris que Cotellon manifesté, exercé, pratiqué contre les personnels, et également par rapport à gens effectivement ils ont organisé, moyen dans le CHU. CHU La Pointe pendant, on peut dire, au mois de juillet-août 2021. Ça veut dire quoi? C'est que là, je dis qu'on prétend faire en paix. Faire un paix. Parce qu'on dit, là où tu ne fais pas un paix, on va maintenir ça. Tout ça, on va faire un jour qui est payé. Et quel que soit le temps que ça prend pour payer, si vous ne payez pas directement, génération va payer. Parce que côté nous, avec toutes les amis au CHU, eh bien, nous soutiennent que vous ne pas soigner, vous ne pas guérir, vous ne pas prendre nos charges au CHU. Et vous fait nous payer, crime, nous ne continuons pas aller. Quel que soit ça, ça peut coûter nous en condamnation, pas payer. Mais c'est un qui continue à dénoncer ça et ça y vous. Des faits qui se sont donc produits pendant la 4e vague en août 2021. Et à cette époque, le syndicat dénonçait la non-prise en charge des patients faute de lits et de moyens. Et quand les places d'hôpitaux viennent à manquer, il faut effectivement trouver des solutions, ce qui n'avait pas été proposé à ce moment-là. Mais on a trouvé des petits équipements très utiles, comme effectivement cet hôpital mobile du CHU de Toulouse. La structure fait 65 mètres carrés, se déploie en 30 minutes à peine et peut accueillir 18 patients, dont 8 en urgence absolue. Elle a été présentée l'an dernier par les équipes médicales, justement, du centre de catastrophe de ce CHU. Pour la prochaine fois, on ne sait jamais.
Le miel va-t-il manquer en Guadeloupe? Il semble bien que oui, au regard des stocks qui sont quasi inexistants en ce moment. Les apiculteurs de l'île ne peuvent que constater les conséquences de la sécheresse de l'an dernier. En plus de la perte de production en 2021, les retards de floraison cette année n'arrangent rien. Les professionnels tirent donc la sonnette d'alarme. On les écoute au micro de Stanley Manicor. 2021, il y avait eu une sécheresse qui a perduré en fin d'année et qui perdure toujours. Donc nous avons eu de fortes pertes de production et nous sommes 2022 sur zéro production pour le moment de miel, ce qui fait que ça impacte déjà pour presque 80% de notre production pour l'année 2022. Il n'y a pas eu de miel en fin d'année, qui fait qu'il n'y a plus de miel en Guadeloupe. Et du coup, on part déjà qu'un déficit pour 2022. Si la production ne s'améliore pas, 2022, ça sera une année morte. C'est le dérèglement climatique. Nous sommes directement dépendants de la nature. Nous ne faisons pas de miel sur les cultures. Ce sont les arbres, les forêts de Guadeloupe. Et donc, la sécheresse en 2021 qui a impacté le monde agricole nous impacte aussi. Et 2022, c'est pareil. Hein. Nous avons commencé avec une forte sécheresse, donc pas de miel de Campêche. Le tout de fleurs n'a pas encore commencé. Le temps d'Acaillou en Côte sous le vent, je pense qu'il n'y en aura pas. Donc, trop de pluie aussi, c'est pas bon. On a eu une grosse averse dernièrement. On devrait déjà être autour des 60% de notre production, voilà, quasiment, avec les 2 premières productions de miel. Et là, je vous dis, il y a très peu de producteurs qui ont entré du miel. Alors nous souhaitons un accompagnement des instances publiques. Nous avons fait un courrier en ce sens qui est parti hier à la région, à la DAF, à la Chambre d'agriculture pour soutenir les producteurs car au-delà de l'aide qu'ils pourraient nous fournir sur la sécheresse 2021, l'année 2022 s'annonce encore plus dure pour nous. L'usine d'équarrissage de Lamentin suscite beaucoup de polémiques auprès des riverains qui ne supportent plus les odeurs nauséabondes. Une situation à laquelle les autorités veulent remédier en proposant d'essayer effectivement d'arriver à supprimer les effluves d'animaux morts. Le reportage d'Olivier Félix. Les riverains, me semble-t-il, restent encore sur leur réserve. Ils attendent de voir quelles sont les suites qui seront accordées aux mises en demeure qui ont été adressées enfin par la préfecture et par les représentants de l'État. Et donc, le rendez-vous est pris avec un certain nombre de clauses de revoyure, de nouveaux rendez-vous où on verra comment est-ce que les différentes parties prenantes qui étaient autour de la table vont intervenir, interagir pour donner satisfaction aux riverains. Et c'est ça qui est ma préoccupation élémentaire, savoir que l'intérêt des riverains est protégé et préservé et que l'intérêt de l'environnement est aussi protégé. Il aurait peut-être fallu mettre plutôt les comités de suivi et c'est le premier comité de suivi dans lequel la région Guadeloupe était invitée. Et donc du coup, la région Guadeloupe est force de proposition et il faut sortir par le haut de cette situation. Les solutions ne sont pas immédiates et elles ne relèvent pas en termes d'effectivité que de l'État. Il y a beaucoup de solutions qui relèvent de la pratique industrielle de la société d'équarrissage qui, parce qu'elle connaît son métier, sait comment améliorer les choses par des mesures techniques, que ce soit pour les odeurs ou pour les effluents. Maintenant, ce qu'il revient à l'État, c'est de vérifier que les mesures qui ont été prescrites, notamment dans le cadre des mises en demeure, parce qu'il y a eu des contrôles, de nombreux contrôles qui ont été faits par les services de l'État, eh bien que ces éléments de contrôle sont suivis des faits. Et c'est tout l'enjeu, bien évidemment, du travail que mènent les services de la DAF et les services de la direction de l'environnement. Les riverains, on comprend ça. Ce qu'ils veulent, c'est que la nuisance s'arrête et que la nuisance s'arrête immédiatement. Si on leur dit que ça va s'arrêter tout de suite là, ce ne serait pas vrai. Mais on peut compter qu'à partir de maintenant, qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura une nette amélioration. Et qu'à partir des mesures que nous allons pouvoir mettre en place, j'espère bien qu'il y aura une amélioration définitive et pérenne. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Il faut se dire les choses, il faut se dire la vérité. L'usine est utile pour la Guadeloupe, mais l'usine n'a pas les moyens aujourd'hui de respecter les normes. Et que
La région a entendu le discours, l'État a entendu le discours. Ce discours-là a été porté par la mairie, mais aussi par les associations qui étaient là, et que je remercie pour leur clairvoyance. Et nous sommes unanimes à dire qu'il faut accompagner financièrement l'usine pour que l'usine puisse fonctionner correctement, puisque nous avons la preuve que des usines d'équarrissage peuvent fonctionner sans odeur. La mairie de Lamentin a fait visiter 2 usines d'équarrissage en France métropolitaine, et nous avons pu constater, avec la présence des associations de riverains, que des usines comme celle-là peuvent fonctionner sans odeur. Donc il nous appartient de mettre en œuvre les moyens qu'il faut et d'accompagner l'usine sur le plan financier, parce que le problème, il est là, pour qu'elle puisse fonctionner sans émission d'odeur. Un reportage signé Olivier Félix. Et retour maintenant sur la visite du docteur Godfrey Nzamudjo sur des exploitations agricoles de Gourbert. Venu du Bénin, il est porteur de méthodes de culture plus respectueuses de la nature, une philosophie à laquelle de nombreux exploitants adhèrent déjà. Charlie Dagonia les a suivis. Parce que quand on regarde le contexte international avec la raréfaction de la ressource, et sur le plan national, effectivement, nous sommes un territoire qui dépendons à près de 80% d'importation. Il était urgent pour nous, territoire de Gourbert, pour nous d'inscrire l'arrivée du professeur Nzamudjo dans un calendrier et dans le cadre de notre projet de territoire. Je savais qu'il y avait des visions communes, des préoccupations communes entre nous, ce que nous faisons en Afrique et la Guadeloupe. Mais en arrivant ici, que ça devient clair pour moi, que vous avez énormément de capital environnemental à tous les sens. Au niveau géologique, par exemple, on est à la hauteur. C'est comme un pays méditerranéen. Nous avons bas au niveau de la mer, encore piment tropical. Donc ça seulement, je dis, c'est une force extraordinaire. C'est une des raisons qu'on dit que la Guadeloupe a des biodiversités extraordinaires. C'était super important de recevoir un homme qui a déjà voyagé dans le monde entier et qui a partagé, qui connaît des techniques de production différentes de ce qu'on met en place. Et du fait de voir ce que je fais va dans le sens de ce qu'il met en place, me réconforte dans ma démarche et me permettra de poursuivre et d'aller plus loin. Vous avez ce don de Dieu. La première chose maintenant, comment on va capitaliser sur ça? Comment on va créer une masse critique de Guadeloupéens, de garçons et de filles qui vont capter la force de ce capital environnemental? Comment on va le capitaliser, connaître son fonctionnement, ses valeurs et canaliser pour créer des biens et services qui correspondent à nos besoins et désirs, qui va mettre les Guadeloupéens au volant des choses. C'est ça qui est tellement intéressant pour moi. Nous avons décidé de faire de la transition alimentaire un acte important et nous posons les fondements de cet acte à travers la création de jardins divers et variés, des jardins créoles, des jardins familiaux, des jardins pédagogiques. Et donc l'arrivée du professeur Nzamudjo, d'abord consacré à Saint-Jean-Bosco, qui nous a permis de faire un ancrage très important le 1er mai 2022, où 2 décisions fondamentales ont été prises. D'une part, faire de Saint-Jean-Bosco un laboratoire d'expérience et d'autre part, nouer un partenariat avec Porto Novo au Bénin pour permettre à nos enfants, nos élèves, nos jeunes d'apprendre de ce concept Songhai qui permet d'essaimer sur tout le continent africain la dynamique alimentaire. Il faut vraiment, comme je disais, danser avec la nature. Quand on danse avec la nature va sourire. Et il va nous faire du bien. Parce que la nature sait s'occuper des prédateurs que nous sommes devenus. La culture aujourd'hui, l'économie aujourd'hui, c'est une culture prédateur. Et il va payer le prix. Donc il faut qu'on décide quel niveau que nous sommes. Des prédateurs et les gens qui dansent avec la nature. Et n'oubliez pas qu'ici, en Guadeloupe, effectivement, notre nature est généreuse. Le docteur Henri Joseph n'arrête pas de nous le rappeler. Nous avons à notre disposition 220 espèces comestibles, 625 espèces de plantes médicinales et globalement plus de 3000 espèces de plantes qui sont disponibles ici en Guadeloupe.
Et après 2 ans d'incertitude et d'aléas, le secteur de l'hôtellerie repart et recrute. Pôle emploi organise un job dating en vue de la prochaine saison. On prend la direction de l'hôtel Arawak avec Jeff Taylor et Nicolas Acchi. Pôle emploi est en contact avec les entrepreneurs et donc il demande aux entrepreneurs quels sont leurs besoins prévisionnels de recrutement de 1800 postes cette année. Donc c'est énorme, on n'a jamais vu autant de besoins, ce qui est normal. On a connu 2 années pendant lesquelles l'hôtellerie-restauration était dans une situation qui était compliquée du fait de la crise Covid. Et puis là c'est en train de revenir puisque le tourisme reprend et puis la consommation aussi locale reprend dans la restauration. Et donc on a un besoin. Là où on avait besoin de faire ce job dating, c'est qu'on a beaucoup de demandeurs d'emploi, on a beaucoup d'emplois qui sont vacants et il faut qu'on fasse le mixte entre les deux parce que sinon, si on arrivait à faire employer tous les gens dans les emplois qu'on a, on aurait quasiment le plein emploi ici. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un besoin d'adéquation. Il faut aussi évidemment qu'il y ait de l'expérience, il faut qu'il y ait de la formation qui soit faite, mais on peut venir sans avoir formation et sans l'expérience, on peut l'acquérir aussi. Et c'est en venant au contact des entreprises qu'on peut le savoir. Il faut souligner le travail effectivement des conseillers Pôle emploi qui ont su mobiliser les employeurs et également mobiliser les demandeurs d'emploi intéressés par le secteur. Donc cette rencontre entre les deux mondes est importante pour nous puisque le secteur redémarre et il faut que l'emploi local également puisse profiter de cette dynamique autour de l'hôtellerie-restauration. C'était effectivement le bon moment parce qu'avec la levée des restrictions, avec la saison qui redémarre, avec la future saison qui s'annonce et qui se prépare dès maintenant, eh bien, les employeurs nous ont fait part de nombreux besoins et il fallait que nous puissions mobiliser nos demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent justement répondre à ces demandes et dire aux employeurs, nous sommes là, nous sommes prêts à travailler, embauchez-nous. Je représente la société Sogite. La société Sogite, c'est l'hôtel des Galets Rouges et le restaurant Galet Beach situé à Bouillante. Nous recrutons, donc c'est une ouverture d'établissement qui est prévue pour le mois de juin. Nous recrutons dans les divers métiers de l'hôtellerie-restauration, en cuisine, au service, au bar. Aujourd'hui, j'ai déjà rencontré quelques candidats qui sont très motivés et qui ont très envie de travailler et qui répondent, qui ont finalement toutes les compétences pour pouvoir intégrer toutes les offres d'emploi que l'on propose. Alors ce qui m'a motivée en fait, c'est que moi je viens de revenir en Guadeloupe après avoir travaillé un moment en France et du coup je voulais vraiment m'installer et pouvoir trouver un travail qui me convient en tant que barman. J'ai déjà de l'expérience dans ce domaine-là et donc j'aurais aimé pouvoir retrouver quelque chose qui correspond à ce que je souhaite en Guadeloupe au niveau des hôtels. Je cherche du travail au niveau de l'accueil, des réservations. Et puis j'ai été agréablement surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et franchement c'est super bien organisé, il y a une bonne ambiance, il y a un animateur qui nous motive. Et moi j'ai passé 3 entretiens, ça s'est super bien passé, je suis contente. Et on enchaîne avec la cérémonie de dénomination de l'école Médard-Méry à Pliane au Gosier. Voilà plus de 15 ans que la communauté scolaire attendait ce moment. Le reportage de Charlie Dagonia. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est une cohésion des Gosiériens. Nous, ce qu'on veut, c'est une reconnaissance des Gosiériens. Et aujourd'hui, c'est une fête à Pliane, c'est une fête pour le Gosier. Et surtout, c'est une injustice qu'on répare depuis tantôt. Car une école sans nom, alors que quelqu'un avait fait quelque chose d'extraordinaire, donner le terrain pour la collectivité, pour l'intérêt général, eh bien, pour moi, je suis très honoré en tant que maire du Gosier d'être celui qui a donné un nom à l'école de Pliane. Ça fait plus de 15 ans que la démarche a été faite pour que l'école puisse porter le nom. Mais comme vous savez, avec des hauts et des bas, ça n'a pas fonctionné. Mais finalement, monsieur le maire Cédric Cornet a trouvé le jour pour pouvoir le faire. Alors je vous dis, prenez courage, quel que soit ce que vous demandez. On essaie d'être le plus efficace possible. Madame Mégane Bourguignon, qui est notre vice-présidente éducation, fait un travail formidable. On est à l'écoute de tout le corps de l'enseignement. Et c'est vrai que ce soit toutes les écoles de la campagne ou du bourg, on essaie de faire un travail d'efficacité afin que les enfants aient tous les outils et les moyens pour pouvoir avoir la meilleure éducation possible à Gosier. C'est une fierté de voir ça. La famille, pour moi, c'est très important. C'est qu'il ne meurt pas, on ne meurt pas quand on a des événements de ce genre qui remémorent
ça remémore la famille. Hein. À l'exemple de Médard Mairie, d'être toujours dans la générosité, d'être dans le don de soi et surtout de ne jamais lâcher leurs projets, comme la famille Mairie, comme les familles alliées qui ont toujours combattu et qui aujourd'hui sont récompensées de leur combat. Donc en gros, même au-delà de la mort, des fois un combat se gagne et la preuve en est le nom de cette école Médard Mairie. Et maintenant, je reçois Claudie Durizo, président de l'association Piquant. Bonsoir, monsieur Durizo. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, l'association Piquant qui va revenir en musique ce week-end, donc? C'est ça, on a un grand choca, hein, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui touche la culture guadeloupéenne, que ce soit par la musique, l'art culinaire. Hein. Donc voilà, on aura rendez-vous le 6 et le 7 mai, donc 2 jours. Sur laquelle qui va se dérouler, par exemple le 6 mai à 9h, on aura une exposition artisanale. À 18h, on aura pause chaud d'eau au son du cas, hein, qui sera animé par le groupe Casépis. Alors, pause chaud d'eau, c'est tout ce qui touche, bon, Kenny chaud d'eau frites à pain, soupe, tout ça, vous oubliez, Kenny. Donc voilà, venez. Et puis le samedi pareil, hein, parce que l'exposition artisanale, c'est sur 2 jours. Et puis l'après-midi, à 15h30, on aura une très belle parade avec gamme et dièse en beaux habitants. On aura aussi des mobilettes, tout ce qui touche les mobilettes à l'ancienne. Hein. C'était Max Véoulé, mais nous, on va montrer. C'est Grenat. C'est Grenat, voilà. Et on aura aussi des voitures anciennes avec l'association antillaise de l'automobile ancienne. Et à 20h, le grand spectacle sur le stade municipal. Avec le groupe Piquant aussi. Il y aura aussi le groupe Balissier, Sakitar. Et pour clôturer ces 2 jours du Choca, on aura l'immense honneur de recevoir le groupe Akiyo. Voilà. Ça, c'est très attendu. Ah, très attendu. On n'a pas eu de concert, on va dire comme ça. Et même recevoir Akiyo sur la côte sous le vent, je ne sais même pas c'était quand. J'avoue que il faudrait chercher. Il faudrait chercher. Donc tu vois, donc c'est vraiment l'occasion de venir nous donner la force aussi. Et pour tous les groupes aussi qui sortent aussi depuis un moment qu'ils n'ont pas joué, venir aussi leur donner la force. Et ça qui passe en bel moment. Puisqu'on n'a pas vraiment eu de carnaval cette année, voilà. Donc essayer de rattraper un petit peu le coup avec une opération festive. C'est ça. Donc samedi et dimanche, non, vendredi et samedi, il y a le village artisanal donc sur les 2 jours. Sur les 2 jours sur la place Teddy Riner. Place Teddy Riner, on peut venir toute la journée. Toute la journée, il n'y a aucun souci. Par contre, les spectacles, c'est 18h-20h. Voilà. 18h-20h. Le spectacle, ça sera plus le samedi. C'est-à-dire le vendredi, on aura juste le côté poche, sodo, avec bien sûr le groupe Casépis qui va jouer aussi, hein, du cadre qui va animer pour le vendredi. Et le samedi, la parade musicale, enfin la parade. Parade ou déboulé? Plus parade. Ok. Plus parade parce que ce sera, comme je l'ai dit, un Gambi Jazz, c'est des dames qui seront habillées en costume traditionnel, avec les mobilettes, les anciennes voitures à 15h30 le samedi et à 20h le grand spectacle sur le stade. Donc avec les différents groupes et pour clôturer tout ça, Akiyo donc qui sera en représentation. Comment on accède? Est-ce que c'est ouvert à tous? Ben non, il faut acheter les tickets, hein, bien sûr, il faut acheter les tickets donc soit sur le site Kiwall. Voilà, ou sinon, au pire des cas, à notre local, à Vieux Habitants, près de la pharmacie Placide. Merci beaucoup, monsieur Durizo, d'être venu sur ce plateau ce soir. Vous essayez de faire vivre aux habitants, ça c'est bien aussi, parce que ça manque de manifestations, effectivement, sous la côte, sous le vent. On parle beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose qui se fait malheureusement. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Le rendez-vous est donné. Voilà, merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, vous savez où vous devez vous rendre demain et samedi. Côté de Vieux Habitants avec ce Choca. Il y aura un village artisanal, mais il y aura aussi des représentations, dont notamment celle du samedi soir à partir de 20h. Ça se passe au stade municipal de Vieux Habitants. Merci, monsieur Durizo. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. Merci pour votre fidélité à ce programme. Nous diffusons le journal.
À venir dans la tranche info sur Canal, le jeudi anthropologie. Ce soir, on parlera de piraterie, puisqu'il y a pas mal de bateaux qui ont été coulés, notamment au large du Moule, par exemple. On va se poser une question, à savoir si on ne devrait pas peut-être faire un business autour de ça, puisqu'Omotunde, il a pas mal d'idées. On en parlera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Marius Labissi, à Claudie Giraud-Girard, à Perle de Caruquera, à Jean-Michel Charléry. Bonsoir à Alice Lilis. Bonsoir à Lydie Ratier, à Ampassav Mako, à Camille Julan. Bonsoir, bonsoir. À Franck Abar, oui, je vois qu'il y a une grosse polémique sur Gabi Clavier au début. Ok, je vois. Bonsoir à Patricia de Normandie. Bonsoir à Nadir Jamela, au général Franck Abar. Bonsoir à qui d'autre? Ah oui, vous étiez en gros débat là ce soir là. Oui, je peux comprendre effectivement que ce qui a été requis contre lui peut sembler exagéré par rapport aux propos qui ont été prononcés. Mais bon, vous connaissez, c'est la justice qui tranche, donc il faut attendre de voir. On se retrouve après la pub.